Bonsoir, nous sommes ravis de vous retrouver pour une nouvelle édition, la 22e du Festival des Arts Martiaux, le Palais Omnisport de Paris-Bercy, transformé pour l'occasion en dojo géant avec plus de 3 heures de spectacle, plus de 300 participants, des champions, des spécialistes, de grands maîtres venus ici spécialement pour donc ce qui va être le plus grand dojo du monde. Alors on va voyager ce soir comme d'habitude, comme chaque année dans ce Festival des Arts Martiaux. On ira en Chine, au Japon, en Bulgarie, en Russie, au Vietnam, puis on ira également chez nous, en France, avec des disciplines peu connues, mais finalement on les découvre à chaque fois avec le plus grand plaisir dans ce Festival des Arts Martiaux ici à Bercy. Emmanuel Charlot. Oui, comme chaque année, un grand voyage, un bon cru, je pense vraiment cette année, vous allez découvrir des choses nouvelles. Effectivement, les arts martiaux traditionnels européens vont être très intéressants, et la tradition du karaté notamment va être très bien représentée. Ça va être un grand spectacle. Grand spectacle donc ici à Bercy, vous l'avez vu, ça a déjà commencé, c'est derrière nous et on va aller tout de suite justement dans le cœur du sujet, dans le vif de l'action. C'est parti. Deuxième Festival des Arts Martiaux donc, avec une discipline qui arrive, qui est peut-être l'une des plus populaires. Elle fait son retour au Festival des Arts Martiaux et on est ravis de la revoir puisqu'il s'agit du Nunchaku. Emmanuel, ça on adore ça, hein, évidemment tous ceux qui ont aimé les films de Bruce Lee notamment, connaissent bien cette discipline très spectaculaire mais qui demande une maîtrise absolue, hein, le Nunchaku. Oui, parce que beaucoup de gens ont essayé après avoir vu les films du fameux Bruce Lee, effectivement, et ils sont fait mal. Mordus les doigts, si on peut dire, car on se tape beaucoup sur la tête et sur les doigts en jouant avec ces petits instruments Nunchaku. Alors c'est à la mode depuis Bruce Lee. Bruce Lee qui a emprunté ça plutôt aux Japonais, paradoxalement, c'est un Chinois, Bruce Lee. Et c'est un art martial qui vient de la petite île d'Okinawa, entre la Chine et le Japon. Un instrument agraire, comme maintenant vous commencez à le savoir pour ceux qui nous suivent régulièrement chaque année. Ça servait à quoi d'ailleurs? Est-ce qu'on sait l'origine exacte du Nunchaku? Donc ça c'est une arme, enfin une arme, ouais, c'est un objet agricole. Un fléau à blé, quelque chose pour séparer le grain, un battoir. On en trouve aussi dans notre tradition, des formes qui ressemblent un petit peu. Donc on sait bien sûr que les paysans d'Okinawa qui se sont vus interdire pendant plusieurs générations toute forme d'armes identifiables étaient devenus spécialistes du maniement de leurs outils du quotidien. Et ce soir c'est l'un des grands champions de cette discipline, Raphaël Schmitz Raphaël Schmitz, un homme de l'Est qui est aussi un excellent judoka et qui s'est mis au Nunchaku par passion. Et regardez, il a bien travaillé. Ça passera peu. Il y a des compétitions, il y a des démonstrations. Le Nunchaku peut se pratiquer aussi, oui, sous forme de compétition, avec des Nunchaku en mousse. Ça fait quand même très mal. Voilà, démonstration très enlevée, très rapide de Raphaël Schmitz, qui n'est pas fini. Alors, parce qu'on va vous prouver maintenant que ça coupe les concombres. Ça coupe les concombres, c'est ça. Regardez, c'est des bonnes petites lames, hein. On voit bien. Voilà, c'est pas un faux. Voilà, ce qu'on veut vous démontrer, c'est que, et regardez, elle monte, la jeune fille, sur ce sabre, sur cette lame. C'est déjà une mauvaise idée au départ. Ah oui. Alors il faut bien les tenir, les planchettes.
c'est souvent comme ça la casse. Hein. On ne sait jamais si ça va casser ou pas. Et c'est tout le plaisir de ce jeu. Voilà, encore une fois. Et regardez, l'énergie, la force, la respiration. Voilà, évidemment, on n'essaye pas à la maison le soir. Il faut rester bien gainé. Travail respiratoire. 8 kilos le nunchaku. Et boum. Tout ça sur des sabres, rappelons-le. Et on sent qu'il ne faut pas que ça dure trop. Oui, il a envie de s'en aller. Très impressionnante cette démonstration de nunchaku. Vous avez vu un petit peu toutes les facettes de cette arme maintenant bien connue et très popularisée évidemment par Bruce Lee notamment. Il n'est pas coupé, hein, bien sûr, tant mieux pour lui. Et ça tombe bien parce qu'on va... Pardon Emmanuel, ça tombe bien parce qu'à propos de Bruce Lee, quel était le surnom de Bruce Lee? C'est la question du jour. Pour gagner un week-end aventure, vous répondez à cette question. Quel est le surnom de Bruce Lee? Est-ce réponse 1, le petit dragon, ou réponse 2, le grand dragon? Vous téléphonez au 0897 66 0001 ou par SMS. Vous envoyez donc votre réponse avec le mot art, ARTS comme arts martiaux, par SMS au 61 600. Le Sun Mundo maintenant, c'est l'un des moments forts de cette soirée, de ce festival 2007, avec la participation des moines bouddhistes de Corée qui pratiquent le Sun Mundo et viennent du temple Golgulsa. Alors ce sont les héritiers des grands guerriers coréens de la Corée ancienne, et c'est la première fois qu'ils font une démonstration à Bercy, c'est la première fois qu'ils viennent tout simplement à Paris. On nous annonce un événement et je le crois volontiers. Alors ce monsieur que vous voyez là, ce beau visage très relâché et cette souplesse extraordinaire, a passé largement les 50 ans. Pour synthétiser un petit peu rapidement cette histoire des moines bouddhistes coréens, c'est la même chose qu'en Chine en fait. Hein, c'est l'influence indienne sur toute l'Asie, l'influence spirituelle religieuse qui a essaimé le bouddhisme dans tous les pays d'Asie. On connaît bien l'histoire de la Chine qui a donné le temple de Shaolin, l'histoire de Bodhidharma qui était un moine indien. On connaît moins celle de la Corée, mais c'est la même. Le bouddhisme a essaimé là-bas. Regardez la souplesse de ce moine, tout simplement exceptionnel. Impressionnant.
absolument ce qu'il veut de son corps, comme un sorte de roseau. Un papier chiffonné. Ça plie, mais ça ne se rompt pas. Le papier chiffonné, c'était l'idéal que voulait atteindre un des grands personnages des arts martiaux. C'est Jigoro Kano, le créateur du judo, qui disait que la maîtrise du corps devait s'apparenter à ça. Un grand du travail, devait être comme un papier chiffonné, capable de se plier dans toutes les directions. Sans se déchirer. Alors des exercices posturaux qui demandent déjà énormément de maîtrise et qui sont la base de la pratique. Car il faut un corps essentiellement équilibré pour faire des arts martiaux. Avant d'être fort et tonique, il faut surtout être en équilibre sur ses appuis. Et c'est tout à fait leur cas. Ils sont magnifiques d'élégance et d'adresse. Il y a évidemment un travail d'énergie, de respiration très important. Voilà, on part de rien, du relâchement. L'énergie est accumulée, elle est disponible. On vient la chercher. Et on la restitue. Magnifique travail, à la fois dynamique, postural pour le jeune moine et un travail de gestuel énergétique, des gestes secrets de la tradition bouddhiste. On accumule l'énergie, on la figure, on la restitue. Magnifique, vraiment très beau.
vraiment une grande simplicité et une grande maîtrise. Les moines coréens donc qui vous ont présenté le Son Mundo, un événement à Bercy ce soir devant les caméras de Jean-Louis Machu qui vous a proposé donc cette belle démonstration. C'était la première fois qu'ils venaient en France, qu'ils venaient à Paris. Les moines coréens du temple Golgulsa pour cette démonstration donc du Son Mundo. Très beau moment dans ce festival des arts martiaux, 22e édition. Son Mundo qui veut dire à peu près arts martiaux zen. Eh oui. Parlez le coréen. Voilà. Le Kung Fu Dual Event avec Ottaviano, Arnaud et Zhang. Regardez bien cette démonstration extrêmement spectaculaire là aussi. On est un peu dans l'univers du cinéma hongkongais. Oui, c'est l'esprit des arts martiaux chinois modernes, c'est-à-dire très expressif, très dynamique, très élégant. Et de l'élégance qu'il va y en avoir avec nos deux représentantes. Vous allez découvrir notamment Audrey Ottaviano. Alors le Dual Event, qu'est-ce que c'est? C'est un travail à deux, comme son nom l'indique, qui peut être démontré en compétition, car le Kung Fu chinois, c'est aussi un sport qui a demandé l'entrée aux Jeux Olympiques. A priori plutôt sous la forme du combat, mais il y a beaucoup de disciplines qui sont concernées par le sport dans le Kung Fu chinois. Voilà, une belle démonstration à l'éventail. Qui peut être une arme redoutable. Dans les mains d'un combattant chinois, tout peut être une arme redoutable. Les éventails en particulier, les écritoires, les bancs. Il y a des styles avec des bancs. Comment combattre avec un banc? Eh oui. Et voici Audrey Ottaviano, membre de l'équipe de France. Ancienne danseuse, figurez-vous, elle faisait de la danse du ventre. De la danse du ventre. De la danse du ventre. Elle gagnait sa vie avec ça. Très bien. Et elle a préféré, finalement, s'épanouir dans les arts martiaux chinois. On le retrouve d'ailleurs certaines choses. Elle est devenue une grande sportive, puisque c'est un des membres éminents de l'équipe de France. Voilà, c'est une chorégraphie de combat, à deux, évidemment. Audrey Ottaviano, Arnaud Zhang, le Kung Fu Dual Event. Très belle démonstration ce soir à Bercy.
Russie qui est connu également pour ses techniques de combat. C'est un pays difficile, rude à tous les sens du terme. Démonstration de combat russe avec une méthode qui a été mise par Vladimir Koudenkik, officier spécialisé dans tout ce qui est forme de close combat. Et il a été sélectionné, des techniques de self-défense applicables dans plein de situations. Par exemple, voilà, vous êtes garde du corps, vous avez quelque chose, un objet à protéger. Et ben voilà. Et je peux vous dire que ce garçon, le voici, il est extrêmement impressionnant. Et quand on l'a croisé dans les couloirs de Bercy, c'est pas le type avec qui on a tout de suite, alors qu'il est charmant, mais on n'a pas envie tout de suite ni de lui piquer son attaché-caisse, ni de plaisanter spécialement avec lui, quoi. Ouais, vous n'aimez pas les gros gabarits, hein, ça vous inquiète tout de suite un peu. Vous m'avez vu. Il est effectivement très impressionnant, notre ami Koudenkik. Alors lui, il a une formule, hein, c'est un bon gars, il dit que le bien doit avoir des points, c'est la formule de son école. Ceci dit, effectivement, il est très impressionnant. Il a été formateur des Spetsnaz, c'est-à-dire des services spéciaux russes. Il est réputé pour être les plus tendres. Et il a une école là-bas à Perm, dans l'Oural, une école professionnelle qui s'appelle Tenturion, je ne sais pas comment on prononce en russe, où il forme des experts dans les arts de combat. Alors il y a des arts de combat traditionnels en Russie, figurez-vous, notamment un que j'ai découvert, qui s'appelle l'art de l'apiculteur. Et oui, car avec des abeilles. Ouais, ils allaient chercher des abeilles sauvages, ils étaient réputés pour leur solidité, leur force. Et voilà, donc ils avaient un style de combat. Ils récoltaient le miel des abeilles sauvages. D'accord. Voilà, et donc ils avaient un style de combat qui les rendait redoutables. C'était le style des apiculteurs, je ne sais absolument pas ce que c'est. Et c'est sûrement pas ce qu'ils nous montrent. Alors ce qui est intéressant avec notre ami Koudenkik, c'est vraiment regardez, ce sont vraiment des solides. Hein. Il y a quand même, vous allez retrouver la même chose, c'est-à-dire la fluidité des gestes. Ça ressemble un peu à du Krav Maga aussi, c'est-à-dire le mouvement naturel, la fluidité, la finesse qui va vaincre la force même quand on en a soi-même. Regardez comme il est tout dans le relâchement. Il va être un peu embêté quand même, C'est la fluidité et c'est aussi l'utilisation des articulations. On lance les. Ça a l'air un peu désordonné, mais en fait c'est l'utilisation du relâchement du corps. Allez. Venu spécialement pour vous montrer sa méthode, ses techniques. Et tout dans l'esquive, encore une fois. Il s'agit bien des principes des arts martiaux. Bien exécuté. Alors dans le karaté, il y a évidemment l'efficacité, le combat, la compétition, et puis il y a les katas artistiques qui sont des figures très chorégraphiées qui utilisent néanmoins évidemment la base du karaté, des katas, et on retrouve ici le plus célèbre, on peut le dire, pratiquant de kata artistique, Christophe Cario et ses complices. Christophe Cario qui n'est pas ce monsieur, il est juste derrière. Ce monsieur, c'est Laurent Riccio, qui est un ancien grand champion de kata traditionnel, sportif, c'est-à-dire de démonstration devant un jury face à des adversaires. Il était justement un des partenaires, il n'y a pas si longtemps, en kata traditionnel en équipe de France. Et il a été aussi entraîneur national récemment. Il était il y a encore très peu de temps, et c'est lui qui a amené beaucoup de grands résultats de l'équipe de France de kata, de karaté. Voilà. Et effectivement, là, il fait une démonstration traditionnelle de kata.
derrière, on va avoir le travail un petit peu plus artistique, disons. Même si ça c'est déjà le cas, hein, évidemment. De son camarade. C'est bien de mettre en parallèle les deux. Vous allez voir donc maintenant la forme artistique avec Christophe Cario, le voici. Qui lui a des fossiles dans les mains. Toujours les mêmes instruments agraires utilisés à Okinawa. Alors on a bien vu la différence. Laurent Ricciot, qui était champion du monde par équipe avec ses camarades. Michael Milon, il était avec Michael Milon en équipe, voilà. C'est le nom que je cherchais tout à l'heure. Les katas donc, la forme plus traditionnelle et la forme artistique. La démonstration qui souvent est l'une de celles qui interpelle le plus le public. On commence à bien connaître maintenant le Vovinam Viet Vo Dao, un Marcel vietnamien présenté ici par les jeunes de la Fédération française. Et regardez ces gamins, et regardez la souplesse de ces gamins, avec évidemment les fameux coups de pied en ciseaux. Les voici très très impressionnants. Le Vo Dao, c'est quand même la discipline venue du Vietnam, avec beaucoup d'écoles en France. Et alors certains de ces jeunes pratiquants ne sont pas bien vieux, parce que on a des gamins de 7 ans. Lui, il doit pas être très vieux, effectivement. Et hop là, on aime bien, les ciseaux, ça marche toujours. Démonstration toujours spectaculaire, et je pense que les deux, ils vont subir le ciseau. Et il y a de plus en plus de pratiquants en France. Le Vovinam est de plus en plus pratiqué. Et d'ailleurs peut-être en partie grâce à ce festival des arts martiaux qui a donné envie de découvrir et de pratiquer cet art martial vietnamien. Il y a autre chose que les ciseaux, mais c'est devenu un peu leur marque de fabrique. Et ils ne se font pas prier, ils auraient tort. Voilà, on a mis une bande là. Elle est vraiment impressionnante. Elle est exceptionnelle, cette petite fille. Elle a de très bons appuis, elle est bien souple. Et elle n'hésite pas du tout sur ses ciseaux. Et le public est ravi. Évidemment, il y a un peu un côté David contre Goliath. Ça fait toujours. David Douillet n'est pas si petit que ça. Hop là.
Encore une jolie demoiselle. Très bien, ça c'est pas évident à faire. Regardez. Comment il va s'en sortir. Il fait 2 têtes de moins qu'eux. Oh, très bien. Les jeunes de la Fédération française de Vovinam, Viet Vodao. Très très belle démonstration. Ouais, c'était bien sympa, ils sont dynamiques, c'était ludique. C'est quand même d'un très bon niveau technique. On va voir ça au ralenti avec Hop là, les ralentis que nous propose Jean Lénachu. Alors vous le savez, vous pouvez tenter de gagner un week-end aventure. Il suffit de répondre à cette question. Quel est le surnom de Bruce Lee? C'est donné comme question. Réponse 1, le petit dragon. Réponse 2, le grand dragon. Vous téléphonez au 0897 66 0001 ou par SMS, vous envoyez A à RTS comme arts martiaux, suivi de votre réponse. Donc réponse 1, le petit dragon. Réponse 2, le grand dragon par SMS au 61 600. Moi je crois que Bruce Lee était pas très grand. ouais, sachant ça, effectivement, c'est ce que j'allais dire. Ça vous aide. Cette discipline, c'est un art martial chinois. Vous me dites si je me trompe, Emmanuel. Et c'est le maître Wang Zhumu et ses élèves qui vous présentent eh bien, cette démonstration. Vous allez probablement nous en dire plus, Emmanuel. Oui, alors effectivement, là, je trouve très intéressant, c'est ce souci des maîtres qui passent devant nous, de nous montrer la base, c'est-à-dire ce travail de cercle, de douceur. Et voilà, on commence à sentir la vitesse, les gestes techniques qui viennent, c'est-à-dire les coups, comment on vient les capter avec la même finesse, la même fluidité, les mêmes cercles. Hein, ce sont des prises de conscience, des secrets qu'on a découverts avant Jésus-Christ, quelques centaines d'années avant. On retrouve dans le Tao Te Ching, et qui sont très importants dans tous les arts martiaux. Allez, c'est parti maintenant, on a compris, et on va progressivement monter en Oui, il vous faut puissance. un petit peu quand même que ça tombe. Vous hein, connaissez, que ça- ouais. Alors, Maître Wang Zhumu, on le connaît bien, il nous avait présenté le Shui Jiao, c'est-à-dire la lutte chinoise, et effectivement le Shubo, c'est ce qui est à l'origine de la lutte chinoise. C'est un art antérieur, entre guillemets, une façon de le pratiquer, disons, un peu différente, c'est-à-dire qu'on intègre les coups frappés à l'intérieur. On voit qu'ils ont d'ailleurs des gants, des petits gants qui leur permettent de donner les coups. Et il y a des projections, et ça vous fait toujours bien plaisir. Eh oui, car j'aime beaucoup les projections. Je suis amateur de projections de monsieur fine, efficace. Alors, on peut dire que cette lutte chinoise, Shui Jiao, est sûrement en grande partie, regardez, ça part quand même facilement. C'est pas du tout un gamin, Maître Zhumu, il a été champion de Chine, mais en 1965. Et pourtant, il est bien athlétique. Ah oui, c'est un dur, hein, Oui. du mot. Ah, c'est excellent. Désolé. Je vous l'envoie, vous allez vous expliquer avec lui. Il est très Ah non, s'il vous plaît, non, il est adorable. avec ses élèves plutôt, ils seront moins doux. Voilà, donc on retrouve le travail de coups et de projection qui est la tendance actuelle, hein, il faut bien le dire. On recherche, c'est pour ça qu'on retrouve aujourd'hui. Maître Zhumu nous présente plutôt ce Shubo que le Shui Jiao. On recherche la synthèse qu'on avait un peu laissée de côté ces dernières années. Et puis finalement, on se dit que c'est intéressant de retrouver le mélange des coups frappés et des projections qui sont après tout la situation de base, hein, quand on pratique les arts martiaux dans une perspective de self-défense. Là, on a vraiment l'impression d'un mélange de judo, de lutte, Mais c'est ça, c'est-à-dire que... il y a un peu de tout. Alors la lutte chinoise Shui Jiao, les techniques, comme vous l'avez vu, beaucoup de techniques d'épaule, beaucoup de techniques circulaires, qui ont sûrement, selon la tradition du Shui Jiao, inspiré le jujutsu japonais. Et donc, par voie de conséquence, le judo
de Jigoro Kano. Même si tout ça maintenant est un petit peu mélangé, de toute façon, c'est un très beau style. Une belle école de projection, une des rares écoles de projection qui ne soit pas celle du judo, pour être très clair. Je prêche un petit peu. Allez, c'est tout dans la circulaire. On capte et on projette. On passe derrière. Et hop, un petit coup de Chigari, ça fait la version judo. Technique de jambes. Et là, on projette. Alors après la Chine, je vous emmène en Bulgarie, Emmanuel, découvrir le Kempo bulgare. Alors le Kempo n'est pas à proprement parler bulgare, mais il a voyagé comme beaucoup d'arts martiaux. Et le Kempo bulgare de Velin Adjolov, qui est ici présent, est à la fois puissant et esthétique. Alors il y a des frappes, il y a des projections, et un peu à la manière du close combat, il y a un souci d'efficacité. Vous voyez qu'on peut pratiquer ça à tout âge, parce que ces petites filles, elles apprennent à lire et à écrire le bulgare, voilà, et le bulgare, et elles pratiquent le Kempo. Le Kempo bulgare. La boxe, hein. Et même aux États-Unis, on préfère le mot Kempo au mot karaté souvent. Ce sont les mêmes origines. Et notre camarade bulgare est un pratiquant qualifié, expérimenté dans les arts martiaux traditionnels, mais aussi en boxe pied-point moderne, en coup de contact. Alors le Velin Adjolov, il y a beaucoup d'ailleurs dans tout ce qui est free fight, il y a beaucoup de Bulgares. Oui, alors effectivement, les arts martiaux au goût bulgare, je pensais que vous alliez la faire, je vais la faire moi-même, ne sont pas aussi douces que les yaourts au goût bulgare. Au contraire, c'est plutôt dur. C'est une tradition. Là-bas, il y a des petites choses. Voilà, il y a des traditions de clés également, on le voit ici. Des projections. Elles sont douées. Hein. Je ne sais pas si ce sont des jumelles d'ailleurs, mais elles ressemblent étonnamment. Ouh la vache, elles m'ont étonné. Ah ouais, c'est ça. Très bien. Et quand on est un peu plus grand, voilà ce que ça donne. Vitesse, précision, puissance. On est dans le registre classique des bons experts. Ça s'appelle combo potentiel avec les techniques de jambes. Ça monte facilement. Il est très puissant, ce garçon. Velin Adjolov, je l'imagine bien en free fight. Hein. Je pense qu'il pourrait... Il en a fait. Ouais, ça m'étonne pas. Il en a fait. Il a commencé par les arts martiaux, ou en tout cas les systèmes de combat traditionnels de son pays. C'est un lutteur, puis il est allé vers les techniques traditionnelles, le free fight aussi, enfin, en tout cas les techniques de combat libre, disons. Et puis il est aussi l'un des experts d'une grande fédération mondiale de World Kempo. On cherche effectivement l'efficacité à travers non seulement les coups, mais aussi les techniques de clés, les projections. Une belle précision. Et ça, on se dit que si c'est vraiment porté, ça peut tuer. Hein. Oui, il y a beaucoup de ces techniques qui peuvent le faire. Hein. Enfin, la technique en elle-même, c'est pas elle qui tue, c'est celui qui la porte et qui la maîtrise. Heureusement, le travail des arts martiaux, de l'agressivité, vous débarrasse d'elle. Ça, je le sais avec vous, hein, toutes ces années. Autant vous êtes agaçant. Ah oui, je vous agace, mais vous ne... Non. En général, vous me regardez, ça suffit. Enfin, allez, encore une démonstration du sensei.
Ah, et contre-couteau. Alors je crois que lui aussi il est lié à l'école de notre camarade russe. Il a été annoncé à l'école de l'Oural. Donc il aime bien la salle défense ou en tout cas les arts de combat professionnels. Oh, il a un vrai travail, hein. Il a des bons élèves, c'est toujours très bonne technique. Le Kempo bulgare avec Véline, belle démonstration ce soir, avec beaucoup de technicité. Et de petits bouts de chou, ça remonte. Justement, il y a encore 15 ans, hein, c'est vrai qu'en France, le taekwondo n'était pas extrêmement connu. Et puis avec notamment l'explosion de champions français comme Pascal Gentil, bien sûr, le taekwondo est devenu vraiment un art martial, l'un des arts martiaux les plus pratiqués en France. Et comme l'an dernier, c'est l'équipe de Galice qui va vous présenter le taekwondo, qui a un aspect très traditionnel, puis un aspect plus compétition, plus moderne. Oui, on va essayer de voir ça ensemble. Effectivement, le taekwondo, c'est déjà le deuxième sport martial olympique. Donc ça fait toute la différence aujourd'hui. Alors on a l'équipe de Galice qui est effectivement particulièrement survitaminée. Hein, on est habitué à des démonstrations de taekwondo virevoltantes. Moi quand je vois des petites planchettes comme ça au sol, ça sent plutôt bon. Hein. Ouais, mais on va s'amuser. On n'est pas très loin du tapis et je pense que ça va voler partout. On est encore en danger comme l'année dernière. Ah bah ça. Parce que ça devrait effectivement voler de partout. Eux, ils vont voler et les planches... Voilà, ils ont gagné, ils ont récupéré leur journal parce que ça part de là quand même. Hein, il y a un message qui est un petit peu. On ne dérange pas qu'il y ait un taekwondiste pendant sa lecture. Un peu désinvolte, on ne se bat pas pour un journal quand on fait des arts martiaux. Mais enfin bon, pour la démonstration, pourquoi pas. Les jambes des taekwondistes sont de véritables épées également. Comme ça. Oui. Ok. D'accord. C'est très vrai. Ils utilisent essentiellement leurs jambes. Enfin, dans le système traditionnel, il y a aussi beaucoup de techniques de poing, mais la forme de compétition a vraiment encouragé le travail des jambes. Et ils tournent comme des... avec beaucoup de précision. Et beaucoup de puissance, comme on va le démontrer. Allez, ça c'est mon moment préféré. Ouais. Quand on fait du petit bois. La casse de la planchette, vous aimez bien ça. Mais je pense qu'il faut qu'on baisse la tête parce que... Voilà, ça commence à voler de partout. Alors, ça va monter de plus en plus haut. Hein. Ouais, ça c'est une des grandes spécialités. Allez, de plus en plus. Oh. Oh. Coup de pied tourné, elle a raté, mais c'est pas grave. Bon. Il y a quelle hauteur là deux personnes l'une sur l'autre. Hein. Allez, ça fait 3 mètres. Hein.
chercher le 3 et il n'a pas passé. Il y a un souci, c'est de bien savoir tenir la planchette. Là, l'idée, c'est pas vraiment une démonstration de grande puissance, mais c'est une démonstration de précision avec suffisamment de puissance pour être crédible, parce que quand même, il faut les casser, hein, les planches. Le jour où vous essayez, vous vous rendez compte que c'est pas si simple de taper dans une planche pour la casser. L'idée n'est pas de nous impressionner avec l'épaisseur de la planche, mais avec la précision, la hauteur, la vitesse. Oh, pas mal ça. Original, j'avais jamais vu. On a les placerons spécifiques de la compétition de taekwondo. On est à l'envers là. Eh oui. On dirait du Jackie Chan. Il est spécialiste aussi de marcher sur les... Hop là. Les boules boss qui volent pas loin quand même. Ouais, il va falloir se protéger, hein, Emmanuel. Hop là. Oh oui. Vous savez quoi, on va essayer de vous récupérer un bout de cette planche. Après c'est du bois. Ouais, voilà. Alors, de plus en plus fort. Pas mal. Double coup de pied, ça c'est pas évident à faire, il faut être bien souple. Alors là, il va y avoir quoi? Ah oui. Et oui, alors ça en plus sans appui hein, dans le mouvement. Là, il faut qu'il y ait un peu de... Et là pour le coup les jambes sont vraiment des épées, hein, des sabres. Unité à cette... Ouais. C'est-à-dire... quand même en général c'est quand même le bout qui touche, hein. C'est pour ça que les épées, je trouve que c'est une métaphore moyenne. Ah. Oh. Et voilà, il y est parvenu, bravo à cette équipe de Galice. Quand même beaucoup de travail, hein, de maîtrise. Pas du tout évident à faire. De plus en plus fort, de plus en plus haut. Il y a un sérieux sens de l'équilibre également. En plus, oui, il arrive à des... Logique. Regardez, là c'est quoi ça? Là on est à 4 mètres. Hein. Ah ouais, facile, au point. Tac. C'est vraiment bien. Elle nous avait régalé cette équipe de Galice l'an dernier. Eh bien, elle en fait autant cette année. Le taekwondo donc, avec une vision très spectaculaire justement de cet art martial que vous pouvez pratiquer hein, en France. N'hésitez pas à vous renseigner, d'ailleurs pour toutes les disciplines, n'hésitez pas à vous renseigner dans les clubs en France. Alors vous le savez, vous pouvez tenter de gagner un week-end d'aventure. Vous répondez à cette question, quel est le surnom de Bruce Lee? C'est donné. Est-ce le petit dragon réponse 1 ou le grand dragon réponse 2? Vous téléphonez au 0897 66 00 01 ou vous en n'hésitez pas donc pour gagner un week-end aventure. Est-ce le grand dragon, Bruce Lee, c'est facile, hein, très facile. Et lui aussi il allait très très haut et pourtant ça n'était pas un géant. Voilà. Bah, oui, j'insiste évidemment. Faire gagner les gens, c'est bien. Belle démonstration en tout cas de taekwondo avec l'équipe de Galice que vous voyez ici au ralenti. Très impressionnant.
donc on va se retrouver évidemment pour la deuxième partie de ce festival des arts martiaux dans quelques instants. Une petite page de pub et puis on revient juste après. À tout de suite. Pour la suite de cette deuxième partie, alors c'est le karaté par excellence. Il est basé sur la puissance, la rapidité, l'efficacité. Le style présenté de Mas Oyama ne cesse de se répandre à travers le monde. Shokei Matsui est le grand maître actuel. Il est souvent venu d'ailleurs au Palais Mousson, Narushima, Kiyama ou encore le Brésilien Francesco Filo. Et les Français. Et les Français, bien sûr. Ils sont là. Et vous voyez que ce sont des hommes forts. Oui, alors quand vous dites le karaté par excellence, ça va pas faire plaisir à tous les autres styles, mais effectivement, ce qu'on peut dire, c'est que c'est le karaté au contact par excellence, même s'il y a des continuateurs. Mas Oyama ayant décidé que la logique de contrôler la couche, qui était ce qu'on faisait à son époque, à ce moment-là, n'était pas juste, n'était pas bonne. Et il a décidé qu'il fallait aller au contact, à l'entraînement, dans les compétitions. Les planches également. Effectivement, au Kyokushinkai, on casse les planches qui sont quand même très sérieuses. Le test de la casse est très important en Kyokushinkai. Il a cassé la planche et son pauvre partenaire. Alors il n'hésite pas, Kyokushinkai c'est vraiment une pratique où il faut assumer de recevoir des coups. En revanche, paradoxalement, ils ne se font pas si mal que ça. L'idée n'est pas de se détruire le corps, évidemment, c'est pas du tout l'idée. Au contraire, encore une fois, on va dire que j'insiste, mais c'est une discipline assez souple, même très souple, qui travaille sur les logiques d'accompagnement du coup, de relâchement musculaire. Il y a beaucoup d'experts français, étrangers qui sont aussi spécialistes de Tai Chi Chuan. Ça paraît énorme comme ça. Oui, c'est vrai que rapport en tout cas à l'image. Parce que la force, la puissance, c'est la souplesse, c'est l'accompagnement et c'est le relâchement mental et musculaire. Et voilà pourquoi en Kyokushinkai, qui recherche l'efficacité, qui est un très beau style traditionnel, on peut dire, même si c'est une tradition moderne, mais il est vraiment en complète harmonie avec la recherche du karaté traditionnel. On est aussi sur ces logiques-là. Ah, et la logique de la batte de baseball. Voilà la logique que vous préférez. Ouais. Celle-là, c'est ridicule. Il n'y en a qu'une. Vous allez voir. Une petite batte de baseball. Là, il y en a 4. Voilà. Un gars beaucoup plus sérieux. 4 battes de baseball attachées par des adhésifs. Ah oui, il y avait monsieur aussi. Attention, les casses de Kyokushinkai qui ont volé en éclats. Et maintenant, regardez. Ne faites pas ça chez vous. Il y en a combien? Il y en a 4, je crois. 4 battes de baseball. Il va se faire du mal en plus. Alors ne faites pas ça chez vous, déjà vous n'aurez plus de batte de baseball si vous y arrivez. Ouais, enfin, il y a peu de chance d'y arriver tout de même. Par contre, on n'a plus de plus de tibia. Le parpaing. Donc des casses très sérieuses, car le test de la casse est un test vraiment important. En Kyokushinkai, on recherche vraiment la puissance. On y va. Avec le poing carrément, la batte de baseball. Divisé en deux. L'avant-bras et le tibia. Et toujours une petite frappe derrière. Je pense que ce sont les plus gros consommateurs mondiaux de battes de baseball. Il ne faut pas leur laisser votre cuisine. Bon, on sourit, mais c'est toujours très impressionnant. Je suis toujours admiratif des casses du Kyokushinkai, car ce sont des élèves, ce ne sont pas des experts mondiaux qui vous ont montré, à part peut-être les 4 battes. Donc, une pratique régulière, une belle démonstration de vivacité. En Kyokushinkai, on n'a pas le droit de toucher au visage avec les poings. Ah, c'est la fameuse technique, comment faire des glaçons chez soi. Alors surtout pas chez soi, justement, on insiste. Il paraît qu'il faut le dire, qu'il y a des gens qui ont envie d'essayer. Déjà, il faut le trouver, le glaçon, regardez. Alors la glace, c'est sans pitié la glace, parce que c'est extrêmement dur. C'est peut-être d'ailleurs la faiblesse, la preuve.
Ouais, la preuve que c'est pas du faux. Hein. Ça ne résiste pas à la... Il va quand même pas y aller avec le... Alors Fabrice Fourment, vraiment un grand champion français. Ah oui, c'est l'un des meilleurs. Ah oui, lui il a fait des glaçons. Et monsieur Boucabeille. Là, il y en a 4. Et ben voilà. Alors il faut vraiment passer à travers parce que si on n'y passe pas, eh bien on s'arrête juste dessus comme l'a fait le premier démonstrateur. La glace ça pardonne pas. Oui, monsieur Legray qu'on a vu avec ses moustaches et ses... Voilà, c'est lui, Jacques Legray, qui est le sensei numéro 1 en France. Lui c'est un grand spécialiste de Tai Chi Chuan justement. Le karaté donc Kyokushinkai en démonstration au Palais Omnisport de Paris-Bercy. Vous pouvez gagner un week-end aventure. Vous répondez à cette question. Quel est le surnom de Bruce Lee? Réponse 1, le petit dragon. Ou réponse 2, le grand dragon. Téléphonez au 0897 66 0001 ou alors par SMS vous envoyez A comme arts martiaux à RTS donc avec votre réponse 1 ou 2, le petit dragon réponse 1 ou le grand dragon réponse 2. Vous envoyez ça donc par SMS au 61 600 parfois ma langue tourne. Oui. On va raconter ce que c'est qu'un dragon. Alors on a fait un peu le ménage après ces casses à répétition pour accueillir, alors vraiment une discipline qu'on a découvert il y a quelques années à Bercy et qui fait fureur depuis, le Pencak Silat. Beaucoup de mystères qu'entoure le Pencak Silat. Alors là on voyage encore, on est en Indonésie cette fois-ci. Nous sommes dans la jungle indonésienne avec la sorcellerie, les mystères. Je raconte bien. Côté Alain Decaux, les mystères donc qui font la force, l'une des forces du Pencak Silat. Le nombre de styles est tel que chaque année ce sont des styles et des écoles et des maîtres différents qui font le voyage pour venir ici à Paris. Alors ce sont des techniques, Pencak Silat essentiellement à main nue ou avec des armes traditionnelles qui sont d'ailleurs souvent assez belles. Et c'est cette discipline donc est vraiment totalement dans la culture indonésienne. Et encore une fois, beaucoup de mystères planent sur... Oui, il y a de la magie dans le Pencak Silat. C'est l'école de la jungle, vous l'avez dit. Donc, l'imitation des animaux, notamment le tigre. Et on est au-delà de l'imitation, osons le dire, on est dans la possession. On essaye on entre en transe, encore en Pencak Silat. On va essayer de récupérer la force des animaux, en tout cas dans la tradition. Il y a encore des amulettes pour se protéger des mauvais sorts. Et cela dit, sur le plan technique, on a un art assez original, mais tout à fait riche et bien sûr redoutable. Alors, l'Indonésie... ce sont les combats dans la jungle, ce sont aussi les pirates. Ouais. Eh oui. Il paraît qu'il ne faisait pas bon se perdre, comme ça. C'est un pays de mystère et de sauvagerie. C'est clairement, encore aujourd'hui, un pays impénétrable avec d'innombrables îles, leurs forêts, leurs montagnes.
l'Indonésie est un pays sous domination étrangère pendant de nombreuses années. Et le maître d'arts martiaux, le Pendekar, avait une réputation un peu de Robin des Bois, souvent mais hollandais. Et d'ailleurs, il y a quelques mois dans Karaté Bushido, il y a eu un très beau reportage sur justement l'Indonésie et le Pencaksilat. Et on s'apercevait qu'encore maintenant, le mystère est là et la dangerosité aussi. Oui, on est sur des registres traditionnels, vivants. Des logiques qui ne sont pas cartésiennes, entre guillemets. Regardez cette maîtrise de couteau. C'est très impressionnant. Des clés étranges et efficaces. Là, ça va à toute vitesse. Hein. Et des ciseaux. Et oui, il y a un peu du Viet Vodao, vietnamien en tout cas. Très joli. Très loin. Très jolie maîtrise. Ah oui, c'est superbe. Clé, contrée, enchaînement de coups, clé et la projection. Les gestuels animales sont les gardes. Des choses qu'on trouve dans les arts martiaux chinois, hein, les techniques du tigre, les serres de l'aigle, la grue. Les animaux ont toujours été Le singe. le singe, absolument. Vous auriez pu le faire. Je vous remercie. Ils vont pas de main morte, hein, des démonstrations en puissance. Et les mains comme des griffes, qui est une des méthodes de combat qu'on a oubliées, mais qui sont importantes dans les arts martiaux traditionnels. Certains experts se faisant même vraiment des griffes. Ils étaient redoutables à cause de ça. D'accès projection. Attention, le couteau. Le Pencaksilat, donc en démonstration à Bercy. L'Indonésie
à Paris. La Chine maintenant, le Kung Fu Taolu avec une équipe nationale chinoise qui vient tout spécialement là encore pour ce festival. Avec toujours ces costumes très colorés. Alors Taolu, ne cherchez pas, c'est pas un style, ce sont les formes imposées simplement. Traditionnelles. Un peu comme le kata japonais. Avec ces sabres souples. Les sables souples, les épées. Voilà, ce sont des enchaînements qui viennent des générations précédentes et qui sont un peu remixés en musique et parfois un peu transformés pour l'esthétique. Très important dans les arts martiaux chinois, on l'a déjà dit, ou dans une certaine forme d'arts martiaux chinois, puisque les arts martiaux de la Chine, c'est d'une complexité et d'une richesse exceptionnelle. C'est une culture multimillénaire. Voilà les garçons. L'équipe nationale chinoise en action. Le costume rose. C'est un cabrique ce garçon, il saute dans tous les sens. S'approche. Voilà. Ça rejoint un peu le Tai Chi Chuan. Vous voyez Voilà, tout à l'heure. sur des logiques, voilà, c'est des enchaînements de Tai Chi Chuan ou de je sais pas quoi, en tout cas d'arts martiaux internes, comme on dit. Il s'agit plutôt de travailler l'énergie à l'intérieur du corps, et non pas l'énergie musculaire. Selon bien sûr la culture et la pensée chinoise.
le rythme. Terrible cette demoiselle. Elle rugit. Je ne sais pas quel est son animal. C'est le tigre. Encore une fois, il y a beaucoup d'influence, d'imitation animale dans les taoulous. Animaux souvent sauvages quand même. Le Yorkshire, c'est assez rare. Non, il n'y a pas le Yorkshire, qui ne connaissait pas bien le Yorkshire, je pense. Il y a des animaux qui paraissent moins terribles que les nôtres, mais, comme la grue, mais parce qu'ils avaient des systèmes de défense ou de combat qui ont fasciné les Chinois de cette génération. Sinon, c'est effectivement plutôt le tigre, le dragon, un animal. Les Chinois ont vu partout à un moment. Eh oui. Alors, le nunchaku, 3 sections, comme on dit. Discipline complexe. Donc là, c'est manifestement une épée avec une corde. Des armes élaborées. Maniement de chaîne. Impressionnant, vivacité et des lances. Et là. Attention, danger. À son coup de ces sabres, même en flexible là justement d'ailleurs. Ça fouette. Extrêmement, bah oui, ça peut même blesser gravement, je pense. Le compagnon de cette jeune femme doit se méfier avant de faire quelques remontrances. On n'est pas comme ça, nous, les gens des arts martiaux. On est gentils avec nos camarades. Et surtout s'il manie le sabre comme ça. Ah bah par exemple, voilà. Attention, le tableau final. Ça va bouger. Non, ça va saluer. Belle, très belle démonstration de Kung Fu Taolu avec cette équipe spécialement venue de Chine. Très impressionnant, Emmanuel. Au niveau de technique, vraiment, on sent qu'ils ont beaucoup travaillé. Alors vous le savez, puisque justement si vous aimez la Chine, Hong Kong, le cinéma hongkongais, vous devez avoir évidemment la réponse à cette question pour tenter de gagner un week-end aventure. Quel est le surnom de Bruce Lee? Est-ce le petit dragon ou le grand dragon? Vous téléphonez au 0897 66 0001 ou par SMS art comme arts martiaux à RTS. Puis votre réponse au 61 600. Quel est le surnom de Bruce Lee? Le petit dragon ou le grand dragon? C'est pas le petit scarabée, non? Voilà. Alors c'est pas lui.
C'était dans Kung Fu, ça. Bravo. Avec David Carradine. Martial, très bien. Que Bruce Lee est peut-être dans ce jour. Bref, l'aïkido à présent. Alors l'aïkido, c'est peut-être l'art martial, en tout cas à l'image, et peut-être Fifi aussi le plus pacifiste, puisqu'il s'agit toujours de régler en fait un conflit de la manière la moins violente possible, avec ses esquives, les mouvements circulaires, des déplacements extrêmement fluides et un très grand spécialiste, le plus grand spécialiste français probablement d'aïkido. Il s'appelle Christian Tissier, il est 7e dan de l'Akikai de Tokyo, qui est le centre mondial d'aïkido. Et il est ce soir pour vous à Bercy. Il est réputé mondialement dans son dojo de Vincennes. Tous les amateurs européens viennent se former. On vient de partout pour voir et travailler avec Christian Tissier qui fait des stages en permanence. Je sais pas si tu as vu ça. Je suis un petit peu inquiet pour lui parce que j'ai appris qu'il s'était blessé au genou. Il a une blessure ligamentaire. Il a un accident de dojo. Un de ses condisciples est tombé sur la jambe. Comme ça peut arriver quand on travaille en salle à plusieurs. Il n'a pas l'air de trop en voilà, souffrir en tout cas ce soir. Parfaite posture, mais un de ses genoux ne tient pas. Donc ça c'est aussi la maîtrise du sensei, du grand expert, du maître, de savoir faire avec ses moyens. Regarde, ça ne se voit pas une seconde. Il a un vrai problème ligamentaire. Il a toujours d'une élégance extraordinaire. Voilà, je pense qu'on peut le sentir même quand on n'est pas spécialiste d'arts martiaux. La qualité de posture, de rythme, le niveau technique, la posture mentale. À ce niveau-là, c'est simple et c'est beau. Voilà, et encore une fois, le but, c'est de maîtriser l'adversaire, c'est de ne pas lui faire mal. Oui, alors c'est quand même une idée, alors qu'effectivement l'aïkido a porté à très haut niveau de réflexion. Mais c'est l'idée globale des arts martiaux japonais de cette époque. Plutôt d'accepter la force de l'autre, éventuellement pour le châtier, parce que je vous signale quand même que là, il tombe le partenaire en question, mais surtout pour le décourager, pour le projeter sans trop de violence, pour le contrôler. C'est l'esprit du jujutsu, de l'aikijutsu, et c'est la voie qu'on choisit les maîtres de judo, les maîtres d'aïkido. Une belle démonstration des nombreux élèves. Christian Tissier. On reconnaît aussi un grand maître à la qualité de ses élèves. Christian Tissier n'en manque pas. C'est vraiment très impressionnant parce que quand on pense que l'aïkido n'est pas une discipline martiale efficace, comme on l'entend parfois, il suffit de regarder ce niveau de pratique, ce niveau atteint, pour comprendre qu'effectivement, le moindre déséquilibre, le moindre mouvement de main, de corps est happé, et après ça devient impossible de résister. Des postures toujours maintenues, la situation sous contrôle.
on esquive, on bloque. Rarement, la plupart du temps, on entraîne l'adversaire dans le mouvement qu'il a choisi lui-même. Une démonstration classique d'Aikido. Magnifique. Christian Tissier, ses élèves pour l'aïkido. Voilà, très sobre. Ouais, dont on ne peut pas se passer évidemment à chaque festival des arts martiaux. C'est un des grands classiques. C'est vraiment un maître. Au Japon, après l'aïkido, le karaté Mumon-kai cette fois-ci, qui est vraiment un produit japonais à part entière. Il a été créé par Yoshimoto Togashi, qui va venir vous présenter donc le karaté Mumon-kai. L'idée, c'est de réaliser le karaté qui cherche le combat réel. Il faut savoir que ce grand maître qui a fondé le karaté Mumon-kai a affronté des Kyokushinkai. Il a pratiqué également le Kempo de contact à Okinawa. Il s'est retiré plusieurs fois dans la montagne avant de mettre au point son système. Et il est donc en démonstration à Bercy, le karaté Mumon-kai. Alors, lui non plus n'aime pas beaucoup les battes de baseball. C'est une culture, oui, c'est tout à fait, vous l'aurez reconnu, dans la lignée du Kyokushinkai, puisque c'est cette réflexion menée au Japon à la suite de l'aventure de maître Masuta Tsuruyama, le créateur du Kyokushinkai, vers l'efficacité, plein contact. Alors il va... Alors ça veut dire que non seulement il n'est pas arrivé, donc on a vu qu'il a il a fait des encoches. Avec le soutien de Bercy. Et ça veut dire aussi que... Attention, je n'ai pas... Il peut se faire mal. Voilà. À chaque fois que je vois ça, moi c'est marrant, mais ça me fait mal. Alors, je peux pas imaginer avoir un tibia capable de casser 4 battes de baseball. Mais bon, c'est du travail. Il y arrive. C'est pas de la magie, il y a du travail. Ah oui, ce sont des vrais, rappelons-le. Il n'y a pas de trucage. Et vous allez voir justement à propos du combat réel, du contact. Le premier coup est porté, le second peut être bloqué. Et le troisième, c'est une contre-attaque immédiate par le maître Togashi. Alors c'est lui le maître Togashi. Il n'est pas gros et il est très fort. Il est arrivé 5e d'un tournoi de toute catégorie de Kyokushinkai. Il s'est retiré dans la montagne, comme souvent les maîtres japonais. Il y a un moment où il se retire dans la montagne. Il médite et il trouve leur forme. Alors, c'est un peu symbolique cette histoire de montagne, mais souvent c'est vrai, c'est-à-dire que d'ailleurs il y a beaucoup de montagnes au Japon, c'est facile. Voilà. C'est vrai qu'en Hollande on se retire moins dans la... À Paris on peut se retirer à la montagne Sainte-Geneviève ou Butte Montmartre. Ou à la butte Montmartre, mais il y a quand même du monde. Au Japon c'est plus facile, donc ils vont travailler leur style, ils vont réfléchir, et souvent ils sont dans une assaise, ils travaillent toute la journée. Et quand ils reviennent, boivent du thé. Ça je sais pas, mais sûrement. Ouf. Alors il faut aimer être l'élève du... Donc c'est un style tout à fait dans l'esprit du Kyokushinkai. La même logique, c'est-à-dire à la fois l'efficacité, la dureté des coups, mais une logique assez circulaire. On est dans la fluidité du mouvement. Un karaté de l'extrême, clairement. Pourquoi le casque du premier...
Ouh là 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 là. C'est les- Ah, rien qu'au bruit déjà, c'est le même bruit que les ça battes de coupe le baseball, souffle. hein. Ouais. Et pourquoi les casques? Parce que, contrairement au Kyokushinkai, c'est un peu leur marque de fabrique. Ils frappent au visage. Tout est permis d'une certaine façon. Donc la démonstration est intéressante. Le premier prend les coups, le deuxième les bloque. Et le troisième, le maître, non seulement il les bloque, mais en plus il contre-attaque en même temps. C'est une des clés des arts martiaux, c'est-à-dire pas deux actions. C'est avec une facilité. Il fait un peu peur quand même. Ouais, un petit peu. Il a bien gentiment piétiné. Et donc la clé de la démonstration du maître, c'est pas un contre et une contre-attaque, mais une contre-attaque dans le contre. Un seul geste. Et on gagne du temps. Ça c'est Impressionnant, hein, notre ami Yoshimoto Togashi. Alors, ils mettent tous leur casque. Enfin, presque tous. Il a créé son style dans les années 70, début des années 70. Quelques années, pas tellement longtemps finalement après la création du Kyokushinkai. Aïe, 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 aïe. Alors il il a, va un franco, casque, hein. il a un casque et puis il a mis un petit gant sympa. Ça là, ça c'est le style Mumonkai. Alors je vais vous dire ce que ça veut dire Mumonkai pour que vous compreniez bien l'idée. C'est l'école de la porte de la vacuité. D'accord, ouais, effectivement, ça, Là, tout s'explique. Il est en pleine vacuité. Bah, c'est très, très efficace, on le comprend bien. Hein. Bon, heureusement, les bulles les protègent très bien. C'est d'ailleurs. Mais heureusement, parce que sinon, là, je pense que Et en plus, ils ont une bonne. il a fait. Ah oui, il l'a secoué là quand même. Hein. Ah bah, je crois qu'il a bien fait coucher. C'est un peu remué dans le casque. Oui, parce que à ce niveau de. C'est bête, ça n'a pas protégé. Aïe, aïe, aïe. À chaque fois qu'il arrive devant lui, il doit se poser la question. Qu'est-ce qu'il va nous faire? Ouais, Non, c'est mais comme ça, je sais pas s'il est égaré dans le parking de Bercy, mais je déconseille à tout le monde d'aller voler l'autoradio de Yoshimoto Togashi. Hein. Il est terrible. C'est une bêtise. Hein. Regardez, ce petit bonhomme, il doit faire 65 kilos à peine. Très belle démonstration en tout cas. Et puis on a découvert cette école, donc le Mumomkai, le karaté Mumomkai, avec, on va rappeler son nom, Yoshimoto Togashi. C'est vraiment une tendance hein, au Japon, cette recherche de dureté. Contact plutôt, oui, parce que c'est pas vraiment la dureté. Faites demi-mesure avec Yoshimoto Togashi. Ah bah ça c'est un classique que vous adorez, Emmanuel. Le Kung Fu Shaolin, les moines de Shaolin évidemment, ça fait partie de l'histoire un peu de ce festival. Ça fait Pas partie les moines de chamanisme, comme dit un de mes camarades. Ça fait partie de l'histoire tout court, l'histoire du Kung Fu, des arts martiaux, du monde, l'histoire simplement. Festival de Bercy aussi. Ouais, clairement. mais de l'histoire tout court, on en a rappelé d'ailleurs cette histoire très brièvement avec Mais je vous en prie. cet Indien Voilà. dont le nom était Bodhidharma. Voilà, Bodhidharma, qui est venu aider les moines Shaolin. Et surtout parce qu'ils n'allaient pas très bien, les moines Shaolin. Ils n'étaient pas en merveilleuse condition physique. C'est lui qui les a renforcés. Et là, c'est bien. C'est bien. C'était un moine indien, effectivement un moine indien au début des premières missions bouddhistes, et notamment bouddhiste Chan, c'est-à-dire ce qui a donné le zen au Japon. Ce Bodhidharma qui est venu pour essayer de convaincre un empereur de Chine des logiques de la voie bouddhiste. Et il a obtenu
pas dit du mal, effectivement, parce qu'il est resté longtemps à la porte du temple. 6 ans, un peu comme ça. Shaolin, oui, il a médité pendant des années à la porte du temple. Et quand il est rentré dans le temple, il a vu effectivement la mauvaise qualité de la santé des moines. Il leur a donné des techniques probablement de quelque chose de l'ordre du Kalaripayat au départ. C'est technique indienne qu'on a vu tout à l'heure. Et le temple Shaolin, enfin les moines Shaolin Et voilà, ils ont travaillé et c'est devenu le berceau. des mondial. soldats quasiment. Absolument, c'était très important. C'était des moines guerriers. D'ailleurs, aux grandes époques, le temple de Shaolin, c'était un état dans l'état. Il y avait des dizaines de milliers de personnes, des milliers d'hectares. Enfin, c'était vraiment un pays presque. Dans les grandes périodes, ça a été détruit aussi à d'autres. Alors, vous aimez bien ces techniques très inspirées des animaux. Vous connaissez ? C'est le singe enragé, celui-là, parce qu'il est très connu. Je vais repiquer, hein. Ou alors c'est un serpent, je sais pas, je confesse mon ignorance. Mais on voit bien les gestuels animales. Ça pourrait être un serpent. C'est toujours très maîtrisé. Ah, il y a toujours un niveau de pratique élevé. Ouais. Quoi qu'il en soit, c'est toujours extrêmement fort sur le plan physique. Il faut dire que l'entraînement Shaolin est redoutable. Hein. Vous l'avez suivi 1 an et vous avez vu. Oui, bien sûr, c'est devenu un très grand centre. Hein. Il y a un peu de tout maintenant d'ailleurs à Shaolin, mais en tout cas, les écoles s'entraînent tous les jours. Et plusieurs heures par jour. On ne dort pas ça alors musique Ouais, c'est un savant mélange. Ouais. Alors ce qu'il faut signaler aussi, c'est que le régime communiste a compris à un moment donné que le temple Shaolin c'était aussi une vitrine pour eux dans le monde. Absolument. Et que ça pouvait compter. Le temple Shaolin était détruit et à peu près désaffecté, même si on nous dit aujourd'hui qu'il y avait encore quelques moines cachés dans les caves. Et c'est aujourd'hui, et ça, le virage s'est fait dans les années 70, c'est devenu un centre international qui draine un monde fou à l'intérieur de la Chine, parce que les premiers très friands du mythe Shaolin et de sa technique, ce sont les Chinois, et bien sûr beaucoup d'étrangers. Aujourd'hui, il y a un temple et il y a beaucoup d'écoles dedans et autour du temple. Ah oui, ça. La barre de fer. Et qu'est-ce qu'on fait avec la barre de fer? Vous allez voir. Voilà, chacun fait ce qu'il veut. Il y en a qui aiment bien la casser avec parfois avec la tête. Eh oui. Alors il faut d'abord canaliser l'énergie, si on sait le faire, ce qui est leur cas. Vous buvez un peu trop, de vous réveiller le matin, j'ai une barre, vous allez voir, ça, c'est très imagé. Ne vous moquez pas des moines de Shaolin. Voilà, travail d'énergie qu'on connaît, on a vu, qui fait partie de la tradition martiale. Oh, sur 2 doigts, sur 1 doigt.
0 doigt bientôt. Non. Ça c'est dur à faire. C'est exceptionnel. Ah, ils sont très friands de ce genre de performance qui montre leur qualité. Oh. Bravo au moine Shaolin avec cette démonstration comme chaque année extrêmement impressionnante. Le Kung Fu Shaolin donc. Pareil, l'un des classiques. Ouais. Sur des moignons. D'ailleurs on avait pu vivre sur Paris Première ensemble. Ah oui, le spectacle des moines Shaolin au cirque d'hiver qui était de très bonne qualité et ça allait de 7 à 77 ans chez les pratiquants. C'était assez remarquable. Le kata artistique maintenant avec des Français, le Team Cascade. Vous allez voir, ils ne sont pas bien vieux pour la plupart et ils sont très très impressionnants. Eux aussi participent à des films, à des spectacles. Comment les arts martiaux peuvent-ils devenir purement artistiques, même si, encore une fois, il y a une base martiale, une base technique très importante. On connaît bien le concept, on en profite toujours. C'est toujours des jeunes gens acrobatiques, brillants. Et alors les petits enfants, c'est charmant. Et impressionnant. Ça permet de passer à Bercy quand même. Voilà. Quelle souplesse. Regardez-la, voilà. Je sais pas quel âge elle a, cette petite fille. À mon avis, elle doit avoir dans les 5-6 ans, pas plus. Ah, voilà, 6 ans. Bravo. Tout comme les grandes. Ah, dans la cour du lycée, ça doit le faire quand même. On va vite. Et alors aux États-Unis particulièrement, il y a des championnats de kata artistique. Actuellement, c'est vraiment très développé là-bas. Avec des démonstrations qui sont incroyables. Non seulement très acrobatiques, mais aussi très décorées, avec des chapeaux, avec des tenues extravagantes.
Bravo Cristal, 6 ans seulement. Et le team Cascade pour cette belle démonstration de kata artistique très spectaculaire toujours devant un public de Bercy conquis. Alors le Kung Fu Duang Bing avec l'équipe de la FWS. Qu'est-ce que c'est exactement que ce Kung Fu Duang Bing? Vous allez me le dire, non? Non. Voilà. Eh ben, ça veut dire arme courte, figurez-vous, Duang Bing. Donc voilà. Donc ce sont des un travail à l'épée. Comment dire, molle, renforcé, qui permet un travail de frappe réelle. On a tout à fait un tableau cinématographique qu'on obtient. Drapeau chinois et le drapeau de l'école probablement. Beaucoup le voir ce drapeau chinois l'année prochaine avec les Jeux Olympiques à Pékin. Tout le monde peut s'amuser. Si vous n'avez pas la forme, vous faites le drapeau, sinon un peu d'épée. Mais pourquoi pas? Ah bah le drapeau, c'est à la mode. Non mais il y a du maniement, c'est un peu distrayant. On fait pas n'importe quoi avec le drapeau. Allez, travail d'épée. Voilà le travail de Bing. Ça peut aller très vite. Toujours aussi souple. Voilà, un combat arbitré. Le Kung Fu Duang Bing. Voilà, si vous avez envie de faire de l'escrime avec des épées protégées, ça doit être assez ludique. Avec la fédération de Wushu et Sanda. Tout l'esprit chinois
qu'on peut trouver en France désormais. N'oubliez pas de répondre à cette question pour tenter de gagner un week-end d'aventure. Quel est le surnom de Bruce Lee? Dernière chance, le petit dragon ou le grand dragon? 0897 66 0001 ou par SMS avec le mot art au 61 600. Alors c'est l'un des grands moments toujours très attendus du Festival des Arts Martiaux, la capoeira qui nous vient du Brésil. Petit rappel historique, les esclaves n'avaient pas le droit d'établir pas le droit de grand chose, et notamment d'établir des techniques de combat, et pourtant ils devaient se défendre. Donc ils ont trouvé un truc, ils ont dansé, et de cette danse est né un art martial, ou l'inverse d'ailleurs, hein, on ne sait pas bien. De toute façon, la différence n'est pas si nette entre la danse et les coups et les techniques. Regardez cette maîtrise. Je sais pas quel âge il a lui, mais il a une maîtrise musculaire extraordinaire, incroyable, structurale. Alors ça c'est vraiment la capoeira, 7-8 ans. parce que c'est pas la force physique, hein, c'est un minot, il a pas. C'est vraiment le travail postural, et c'est tout ce que la capoeira peut amener. Une discipline vraiment impressionnante. Alors de plus en plus pratiquée en France, hein, la capoeira, il a beaucoup de succès. Oui, ça plaît beaucoup aux gens. Alors c'est donc effectivement très dansé, très joué. À chaque fois c'est un jeu à deux. On cherche à surprendre, à piéger l'autre, mais tout en étant avec lui. C'est un art assez subtil. Il faut saisir le jeu de la roda, de la ronde. Là, ils font beaucoup de ciseaux. J'avais rarement vu en capoeira les ciseaux, mais il y en a. Beaucoup de techniques en capoeira. On est habitué à les voir tourner, mais en fait, c'est un art extrêmement fin. Et très varié en termes techniques, très efficace. Surtout à l'époque où il était utilisé vraiment pour le combat, pour la défense. Comme vous l'avez rappelé, quand les esclaves avaient fini de travailler, ils dansaient, et en dansant, en fait, ils travaillaient leur corps et leur technique. Et ils étaient redoutables. Il y a des grandes figures de la capoeira. C'est tout un monde, la capoeira au Brésil. Des grands maîtres, des grands voyous, des grands rebelles. Et je vous le disais, hein, les écoles de capoeira fleurissent un peu partout en France. On a de plus en plus de pratiquants. On va chercher la capoeira comme on la sent. Si on est puissant, on peut être très acrobatique. Sinon, on est plus souple, on est plus près du sol. Chacun son expression. Et toujours en musique, bien sûr. Regardez les niveaux de maîtrise physique. Et alors le jeu c'est ça, hein, c'est d'être ensemble et en même temps de surprendre. Allez, le petit, il est vraiment très très bon lui. Il est étonnant. Ouais, il doit avoir 6 ans, hein. 6 ou 7 ans. Parce qu'il est déjà bien avec son partenaire en plus, d'avoir des qualités exceptionnelles que vous pouvez regarder, remarquer. Il est avec l'autre, c'est-à-dire que lui, il pratique l'art martial, il joue. Alors qu'est-ce qui se passe? Il se passe que c'est toujours un duel, hein, mais à un moment, il y en a un qui s'interpose et qui reprend le jeu à son compte en éliminant un des deux joueurs, entre guillemets. Voilà, ça va être le cas là. Et on choisit son partenaire. On rentre dans la danse, quoi. Voilà, c'est la ronde. On appelle la roda. Avec les berimbos. Et cette musique lancinante de la ronde. Et là, à un certain niveau, effectivement, on cherche plus à piéger qu'à être avec.
Mais on est avec, en piégeant, c'est toute une finesse, toute la malice, c'est le mot. Pour arriver à entraîner, à mystifier son adversaire, à le faire sortir du rythme. Voilà, si vous voulez faire de votre enfant un acrobate, eh ben vous le mettez à capoeira. Mais il faut qu'il travaille beaucoup parce que, à mon avis, il a pas mal d'heures de pratique ce jeune. La capoeira donc pour conclure ce festival des arts martiaux. Je pense qu'on a eu un très très beau panorama encore une fois cette année. On a fait le tour du monde là. Dans ce 22e festival des arts martiaux, Emmanuel. Ouais, franchement, toujours un plaisir, avec vraiment une bonne tenue, une belle tenue d'experts présents. Voilà, en tout cas, on vous remercie d'avoir été avec nous pour ce 22e Festival des Arts Martiaux. Merci Emmanuel. Je vous rappelle, et n'oubliez pas ce grand rendez-vous, Star sur glace, un show exceptionnel de patinage artistique à Bercy avec notre nouveau champion du monde, Brian Joubert. Ce sera en direct en exclusivité sur Paris Première, samedi 14 avril à 20h50. À très bientôt sur Paris Première. Au revoir.